Bonjour à tous, il est 16 heures, nous voici de retour pour cette nouvelle conférence des journées digitales de l'expérience client. Nous allons nous pencher pendant 45 minutes sur l'expérience collaborateur et plus particulièrement sur l'expérience du téléconseiller. Surtout, nous allons recueillir l'analyse et les témoignages concernant la généralisation accélérée du télétravail dans un contexte inédit. Et nous débattrons justement sur l'avenir de ces nouvelles mœurs de travail, sur le télétravail, excusez-moi. Nous accueillerons pour traiter de ce sujet Charles Arjaliès. Bonjour, vous êtes directeur projet stratégique FSM marché francophone chez Téléperformance. Charles, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Dominique de Valence, CCO, directrice commerciale et marketing FSM marché francophone. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. J'ai bien prononcé votre... C'était parfait. D'accord, parfait. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir juste à ma gauche Alain Moriès, anciennement DRH de Coca-Cola, Danone, Metal Europe, Poché et co-président du club Agora des directeurs des ressources humaines. Bonjour Alain. Bonjour Geoffroy. Alors Alain, permettez-moi de commencer avec vous. On va tout de suite se pencher sur votre expertise de DRH. Comment voyez-vous les pratiques du télétravail dans les mois à venir? Quelles grandes tendances vous pouvez observer par rapport à votre expertise, à votre métier de DRH? D'accord. Alors, pour commencer, je vous propose peut-être de considérer la période que nous venons de passer. Et je prendrai avant le 17 mars, qui était, pour démarrer, donc la période où le travail en présentiel était la norme, était la règle, et le télétravail plutôt l'exception. À partir du 17 mars, nous sommes rentrés dans une période de confinement. Et là, le travail présentiel s'est adressé tout d'abord aux activités essentielles. Alors, bien sûr, le personnel soignant, mais aussi la police et un certain nombre de secteurs. Et puis, des usines qui étaient dans la production donc, pharmaceutique ou l'alimentaire. Voilà. Ça, c'était vraiment ceux qui devaient continuer à se déplacer pour venir travailler. Et là, le télétravail est devenu la norme pour un certain nombre d'autres travailleurs. Donc, la deuxième grande catégorie, avec des personnes qui étaient soit à 100% en télétravail, soit à temps partiel. Et puis une dernière catégorie de salariés dans cette période, c'est les personnes qui sont retrouvées sans travail du tout, et donc en chômage partiel total et sans activité. Ensuite, à partir du mois de mai, nous avons abordé le déconfinement. Et là, donc, le travail en présentiel a un peu évolué et s'est ouvert petit à petit, mais principalement à des volontaires, à ceux qui étaient volontaires. Et puis, le télétravail a continué, soit à 100%, soit à temps partiel, et bien sûr toujours des personnes en chômage. Et puis là maintenant, aujourd'hui, on peut dire, la reprise démarre. Et le travail en présentiel redevient obligatoire. Et le télétravail n'est plus l'exception, mais va devenir un mode incontournable. Alors évidemment, on a vu pendant cette période que le télétravail a présenté un certain nombre d'avantages, mais aussi un certain nombre de limites. Dans les avantages, je vais citer très rapidement la continuation de l'activité, et ça a été clair dans tous les services, mais le télétravail a surtout répondu à un impératif de sécurité qui n'existait pas avant. Et ça, c'est un point qu'il va falloir garder à l'esprit. Le télétravail a aussi démontré son efficacité. Pour un certain nombre de salariés, ça représentait un gain de temps. On passait moins de temps dans les transports. C'est aussi des choses à prendre en considération. Et peut-être aussi un gain sur la fatigue. Mais je mets un point d'interrogation parce qu'on a vu que pendant ces périodes de télétravail, au contraire, la durée journalière a pu augmenter. Et en côté, je dirais, plutôt négatif, ou dans l'aspect limite donc, du télétravail, on a pu noter le risque de perte de lien, qui est apparu plus évident que jamais. La diminution de l'engagement, c'est un point qui est relevé par beaucoup d'entreprises, beaucoup de DRH. Et puis surtout un problème fort, qui n'est peut-être pas perçu par tous, mais le fait que les jeunes, dans l'entreprise, ont besoin d'un accompagnement. Et quand vous êtes en télétravail, cet accompagnement ne peut pas se faire. Et puis enfin, on a vu, à l'occasion du télétravail, un certain nombre d'inégalités qui sont remontées. Je pense notamment à un logement. Tout le monde n'habite pas dans une belle maison avec un jardin. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément non plus le bon équipement. Pour télétravailler, ça suppose qu'on ait un bon équipement. Et puis, ça dépend aussi de la composition de la famille, avec ou sans enfants. Et je ne parle pas du climat au sein de la famille, avec toutes les violences domestiques dont on a parlé ces derniers temps. Donc, je dirais, le télétravail est effectivement venu de façon très forte et très amplifiée pendant cette période. Alors, bien sûr, il faut aussi avoir en tête que ce télétravail concerne exclusivement les activités immatérielles. Oui, Sinon, essentiellement. voilà. Alors,
Ce que je dirais globalement, c'est qu'on voit que nous avons passé une période exceptionnelle. Il y a des enseignements à tirer, on y reviendra, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle dessiné sur le télétravail. Il y a beaucoup de questions qui se posent. L'incertitude encore. Voilà. Et la NDRH et le BCG ont fait un sondage récemment avec des résultats très intéressants qui montrent que 60% des DRH pensent que 25% de leurs salariés pourraient travailler en télétravail en moyenne 2 jours par semaine. Vous voyez, donc c'est intéressant. Et seulement 10% d'entreprises qui envisagent que 75% de leurs salariés travaillent plus souvent, vous voyez, en télétravail. Donc, vous voyez, donc ça, on voit qu'il y a des grandes marges de manœuvre qui seront à l'initiative des entreprises. Donc c'est beaucoup plus, mais pas tant que ça finalement. Non. On y va à tâtons. J'espère en tout cas que les propos de Dominique et Charles vont permettre de nous voir, de voir un peu plus clair sur les pratiques du télétravail. Avant de donner la parole à Dominique, je vais un peu contextualiser Téléperformance en quelques mots. Donc d'abord pour information, très récemment Téléperformance a fait son entrée au CAC 40, félicitations. En un mois, entre mi-mars et mi-avril, le télétravail a été déployé dans le monde entier, parce qu'il faut rappeler que c'est Téléperformance, si je ne dis pas de bêtises, c'est 200 000 collaborateurs, c'est ça? 300 000. 300 000. 330 000. C'est 300 000 collaborateurs dans le monde entier. Au pic, en mai, au niveau du confinement, le télétravail a été déployé dans le monde entier entre 70 et 80% de la production, avec 70 et 80% de la production. Soit voilà, on arrive à ce chiffre de 200 000, soit 200 000 personnes en télétravail, sur 300 000 donc. Plus de 6 200 donc, salariés ont été mis en télétravail pour le marché français. Et aujourd'hui, toujours pour ce marché français, tous les centres sont ouverts au Maroc, en Tunisie, à Madagascar, et les réouvertures sont progressives en France. Près de 60% aujourd'hui des équipes sont toujours en télétravail. Dominique, je crois savoir que vous discutez actuellement avec pas mal de vos clients. Donc, quel est le contexte de Téléperformance chez ses clients et sur ce sujet ô combien discuté du télétravail? Donc c'est vrai, Geoffroy, nous discutons énormément avec nos clients actuellement et nous écoutons également les perspectives du marché et il est clair que les mentalités ont énormément changé depuis la crise. 90% de nos clients ont basculé très rapidement en télétravail et 80% d'entre eux estiment que le télétravail va perdurer au-delà de la crise sanitaire. Nous avons été très étonnés de voir que finalement toutes les géographies étaient concernées et que certains pays que nous pensions moins adaptés au télétravail, finalement, allaient continuer le télétravail, comme Madagascar, qui est un des pays pour lequel nous opérons. La question majeure aujourd'hui chez Téléperformance reste le poids que cela va représenter dans l'avenir, car c'est une véritable inconnue. Très grosse question. Très grosse question. Donc nous estimons ce poids entre 30 et 50% du dispositif global. Vous voyez, la fourchette est quand même assez large. Et ce, en fonction de nos clients, car nous opérons pour nos clients et en fonction donc des contrats, la donne change. Il y a également beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce que le télétravail peut apporter à nos clients, à leurs consommateurs, mais également à nos collaborateurs? Quel type de télétravail mettrons-nous en place demain? Est-ce que c'est un télétravail à 100% ou un mix entre home office et travail en entreprise, toujours pour conserver ce lien dont vous parliez tout à l'heure, Alain? Et enfin, quel type de population parmi nos collaborateurs actuels et futurs seront les plus appétents au télétravail, mais surtout, je dirais, se sentiront le mieux dans cette activité en télétravail? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons mené, un petit peu comme la NDRH, des enquêtes auprès de nos collaborateurs. Nous interviewons énormément nos clients et puis nous mesurons de très très près la satisfaction de nos consommateurs. Très bien, très bien. Et justement sur la partie opérationnelle, Charles, si on transite un peu sur le côté, qu'est-ce qui a été mis en place chez vous? Visiblement, d'après vos données, il y a eu des bénéfices clients par rapport à cette mise en place du télétravail. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu quels ont été les bénéfices? Alors, j'en citerai 4 cet après-midi, bénéfices. Le premier qui vient immédiatement à l'esprit, c'est évidemment la continuité de service dont parlait Alain. Aussi bien pour des périodes comme aujourd'hui, mais demain pour des périodes d'orage, de tempête, mais aussi de grève qu'on peut connaître. Vous avez rassuré en combien de temps vos clients pour un peu savoir
Vous avez rassuré en combien de temps vos clients Du jour au lendemain, on a pu augmenter, lancer des équipes. D'accord. Et on a pu monter les 6200 personnes en moins d'un mois. On est passé de 24 personnes pour le marché français à plus de 6200 en moins d'un mois, donc entre mars et avril. Ça en fait des PC. Tout à fait. Alors, ce qui rejoint aussi cette idée, c'est la flexibilité. Alors, la flexibilité aussi bien quotidienne, parce qu'aujourd'hui, sur nos centres, on sait très bien qu'on doit répondre aux problématiques de nos clients, où les volumes sont plutôt dans nos métiers avec des chameaux d'appel, soit le matin, soit l'après-midi. Donc, ça fait des pauses qu'on doit mettre sur centre de 1 heure, 1 heure et demie maximum, alors que demain, avec le télétravail, on pourra tout à fait faire des shifts 9h midi, 15h, 16h, et donner du temps à ces personnes chez eux, moduler le temps. Le troisième point, c'est vraiment le bassin d'emploi. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la France, on est basé sur 13 centres répartis sur toute la France, mais on ne touche pas toute la France. Et demain, avec l'élargissement du télétravail, on pourra toucher toutes les populations. Donc ça a plusieurs gains. On pourra aller plus vite, plus agile pour recruter plus, mais aussi pour avoir des profils un peu différents, des profils avec des expertises différentes. Donc on pourra vraiment toucher des populations importantes. Et le dernier, alors, qui est peut-être un peu plus structurant même, c'est l'impact sociétal pour les marques. En fait, cette balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle est de plus en plus importante, et ça peut vraiment aider nos salariés. Et en plus, ça permet de baisser l'empreinte carbone, parce que d'après nos dernières études, on voit, ne serait-ce que dans les déplacements, mais aussi dans la consommation d'électricité, de climatisation par exemple. Oui, c'est un vrai enjeu de RSE et d'enjeux sociétaux, effectivement. Je reviens un peu sur l'aspect bassin d'emploi, profil. Est-ce que ça va nous amener finalement à avoir des CRC complètement virtuels pour vos clients? C'est-à-dire avec vraiment plus de plateau et puis les gens à distance qui gèrent la relation client. C'est un cas envisageable ou c'est encore vraiment c'est un fantasme? Alors aujourd'hui, ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est qu'on a interrogé nos collaborateurs aujourd'hui. Alors on a interrogé l'ensemble des collaborateurs dans le monde entier, mais si on se focalise sur le marché français, donc à la fois Tunisie, Maroc, Madagascar et France, les réponses sont à peu près les mêmes. Les premières préoccupations qu'ils ont par rapport au télétravail, c'est le lien social et le lien avec leurs collègues. Donc là, ça représente 40% de nos préoccupations. Ensuite, derrière, entre 10 et 15%, c'est plutôt la gestion du temps et du planning. Et un peu, dans une moindre mesure, c'est l'environnement de travail entre 8 et 10%. Et alors, si on leur pose la question sur la pérennisation du télétravail, au-delà de cette période de crise, donc est-ce qu'ils se projettent à plus long terme sur le télétravail? Alors là, les chiffres sont beaucoup plus élevés que ceux d'Alain. Ils sont même assez impressionnants parce qu'aujourd'hui, il y a 70% de nos collaborateurs qui se projettent dans le télétravail. Et si on rentre dans le détail, il y a 60% de ces 70% qui sont dans du télétravail alterné, donc 2 jours, 3 jours, et quand même 40% restants qui sont sur du télétravail à 100%. Ah oui, quand même. Donc ça fait des chiffres importants. Alors, c'est très encourageant, mais on sait qu'aujourd'hui, on reste très attentif à ce fameux lien qui est pour nous une des clés de réussite du télétravail. Et puis si ça se trouve, il y aura de la lassitude aussi, parce que pour l'instant, c'est assez nouveau, on est dans un contexte quand même très inédit, donc encore une fois, l'effort de projection, comme le disait Alain, est très incertain. Alain, le télétravail redessine un peu les règles du jeu. Moi, j'ai tendance à dire que le télétravail n'en est pas vraiment, parce qu'en fait, c'est plus du travail à domicile, avec toutes les personnes dans le domicile. Donc, les règles du jeu changent. Pouvez-vous nous expliquer ce qui change et comment mettre en place les bonnes pratiques en tant que DRH? D'accord. Alors, ce qu'il faudra effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'avant le 17 mars, le télétravail était une exception. Donc, il était mis en place dans l'entreprise, soit par accord, soit par décision unilatérale de l'entreprise, auquel cas, on éditait des chartes pour expliquer le bon fonctionnement du télétravail. Et à ce moment-là, la requête ou le point premier qui ressortait toujours, c'était préserver le lien social. Ça, c'est ce que l'on retrouve pratiquement dans tous les accords ou dans toutes les chartes. Ça, c'est le point central. Et là, on a vu pendant quelques semaines, il n'y a plus de lien social, du moins il est médié, hein, on le fait à travers les visios, à travers les coups de fil, et donc ça repose forcément la question maintenant de l'organisation qu'on va devoir reprendre, parce que maintenant il y a en plus cet aspect de sécurité.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dans l'entreprise, il va falloir continuer avec les partenaires sociaux, hein, donc continuer le travail qui a été fait, parce qu'il va falloir certainement aménager, continuer d'organiser ce travail. Et on l'a vu même pendant cette période de confinement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont continué soit à négocier, soit à consulter leurs partenaires sociaux. Il y a des accords qui ont été passés, il y a des accords salariaux qui ont été passés également, hein, pendant cette période. Donc ça veut dire qu'on a été amené par la force des choses à travailler autrement. Oui. Mais là, c'était sur une période limitée, bien donnée. Donc, on disait, on a vu les avantages, on a vu les inconvénients. Tout le monde était content que ça se termine quand même. Et voilà, et c'est ça en même temps, parce que tout le monde est content de retrouver les collègues, la machine à café. Moi, j'ai travaillé avec mes étudiants aussi. Eux-mêmes disaient qu'ils étaient contents de revenir dans l'entreprise. Ils sont en alternance, de retrouver les collègues, parce que par moment, tout seuls dans leur maison ou dans leur chambre, c'était un peu compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, c'est déjà s'assurer qu'avec ses collègues au sein donc de la direction, parce qu'on n'est pas toujours forcément d'accord, au sein d'un même comité de direction. Je peux même vous dire, quand chez Pochet, on a négocié notre accord qualité de vie au travail, y compris dans mon équipe, j'avais des personnes résistantes ou réticentes à l'idée du télétravail. Et donc on avait fixé une norme, hein, qui était même pas 2 jours par semaine, hein. Ça paraissait à l'époque énorme. Mais aujourd'hui... La crainte était liée justement à la perte de lien social, essentiellement? Oui, principalement ce point-là. Et puis pour les partenaires sociaux aussi, négocier, discuter à distance, à travers les visios, c'était quasi inenvisageable. Oui, j'ai fait une réunion, ça s'est bien passé, ils ont accepté de le faire, mais ils ont dit, bon, la prochaine fois, on fera autrement. Oui. Oui. Et là, beaucoup d'entreprises sont rentrées dans ce modèle. Donc, il y a une demande, on l'a vu, alors qui va concerner, bien sûr, les entreprises, parce que on a vu l'intérêt de pouvoir poursuivre son activité. Ça intéresse les salariés aussi, parce qu'on a vu moins de fatigue, moins de transport. Oui. Mais ça intéresse aussi la collectivité, hein. Il y a moins de monde sur les routes, moins de monde dans les transports publics. Donc, même une fois le problème du virus passé, restera l'intérêt RSE d'avoir une vie un peu différente. Ah bah alors c'est très parisien de dire ça, mais d'après des experts de Keolis et d'ADP, on était à un mois d'août au mois de mai, au niveau des transports parisiens. Donc c'était pas si désagréable que ça, hein. Charles, il paraît que vous avez eu pas mal de chiffres justement pour exprimer comment on ressentit, quel a été le ressenti des salariés vis-à-vis du télétravail. Vous pouvez un peu nous expliquer justement quel a été le sentiment d'acceptation, comment ils l'ont vécu? C'est ce que je vous disais à l'instant. Ils l'ont plutôt très bien vécu, à la fois dans l'environnement de travail, hein, alors qu'on aurait pu penser qu'il peut y avoir des freins par rapport à ça. Très peu de personnes ont fait des retours par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a uniquement 15%, ce qui paraît faible pour nous, qui disent non, moi je veux revenir sur centre, le télétravail, c'est pas quelque chose qui me va. Il nous parle de ce lien, hein, je vous donnais les chiffres juste avant, mais tous sont très encouragés et très motivés pour pouvoir rester en télétravail. Maintenant, franchement, c'est savoir quel est le poids. Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est en alternance? Et quel sera le poids final? Et ça, ce qui est assez impressionnant, c'est que ce n'est pas que pour la France, c'est pour toutes nos géographies. Que ce soit au Maroc, en Tunisie et à Madagascar, on a trouvé des solutions et aujourd'hui, beaucoup se plaisent dans ce télétravail. Donc on a des chiffres un peu plus élevés, voilà, quand on interroge. Mais alors ce qui est aussi, ce que disait Alain, c'est qu'on est dans une entreprise immatérielle et donc du coup très adapté à ce type d'organisation, parce que nos métiers s'adaptent bien à du travail à distance. Et donc c'est pour ça que logiquement ces chiffres sont plus élevés. Oui. Et vous êtes dans les 10% justement des entreprises qui envisagent d'avoir un temps partiel plus important que 2 jours par semaine. Oui, donc c'est ça, chaque entreprise va en fait définir ses besoins par rapport à son activité. J'évoquais tout à l'heure la problématique du collectif. Quand vous êtes dans une entreprise avec des activités immatérielles à 100%, effectivement, ça s'y prête bien. Et quand vous êtes dans une entreprise industrielle, et moi j'ai souvent défendu le monde industriel parce que j'ai travaillé toujours dans le monde industriel, vous avez des collègues qui viennent tous les jours à l'usine, ils sont au pied de la machine.
Vous avez des personnes qui sont dans les bureaux, et vous savez, des fois, les images des personnes dans les bureaux n'est pas très positive quand on est dans l'atelier. Et en plus, demain, si on leur dit, vous avez des collègues en plus maintenant qui travaillent de chez eux, vous voyez, on va avoir un collectif à gérer dans lequel il va falloir s'assurer de la cohésion et respecter un certain nombre de règles, montrer qu'il n'y a pas de gens favorisés ou privilégiés. Voilà. Mais que chacun va apporter sa pierre à l'édifice en fonction de ses compétences. On parle beaucoup de lien social aujourd'hui, de qualité de vie au travail. Mais je crois que Dominique, en fait, c'est une démarche plus globale dans laquelle s'inscrivent en fait cette démarche de télétravail. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quelle est justement la philosophie de Téléperformance sur le sujet finalement? Tout à fait. C'est vrai que pour nous, la mise en place du télétravail a répondu à 2 priorités. D'abord, le maintien de l'emploi pour nos collaborateurs dès le 17 mars pour les rassurer. Et également nous assurer et leur garantir la santé et la sécurité. Oui, bien évidemment. Voilà, c'était vraiment 2 impératifs, mais je crois que c'est des impératifs de toutes les sociétés de par le monde. Alors au-delà de ces 2 impératifs, Téléperformance a quand même réussi à concilier performance économique et bien-être de ses collaborateurs. Nous avons démarré l'année 2020 dans un contexte très favorable. Nous sommes numéro 1 de la relation client de par le monde. Le groupe vient de rentrer dans le CAC 40. Ça nous donne quand même des responsabilités également vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc ça a vraiment conforté notre approche de responsabilité sociétale, d'entreprise d'excellence. Et nous avons eu la chance d'être, je dirais, reconnus avec de nombreuses distinctions. D'abord, la distinction et la certification Kincentric 2019 pour le Maroc et la Tunisie. Nous avons le label Best Place to Work pour le Maroc, la Tunisie et depuis 2020 pour Madagascar. Nous sommes très fiers du travail des équipes pour obtenir ce label. Et nous avons quand même la fierté de faire partie du classement des meilleurs employeurs du magazine Capital qui est paru en février 2020. Pas mal de lauriers. Pas mal de lauriers. Donc voilà, donc nous nous voyons en effet récompensés pour notre politique sociale, un leadership permanent, performant, l'agilité de notre organisation, l'attention surtout portée à nos talents et l'engagement de ces derniers vis-à-vis du groupe. Ce sont donc à peu près 80% aujourd'hui des collaborateurs de Téléperformance sur les marchés francophones qui évoluent dans un contexte social serein, sain et reconnu par des organismes tiers. Aujourd'hui, le groupe donc a cette fameuse responsabilité qu'il avait déjà auparavant, mais qui a été encore plus intensifiée avec l'entrée au CAC 40, d'être un acteur de référence et de qualité pour nos collaborateurs. Et pour ceci, nous leur proposons des programmes qui sont axés sur la diversité, sur l'implication, sur le bien-être, sur le développement des compétences, qui parcourent et qui concourent, je dirais, à l'engagement de nos collaborateurs, car en effet, l'engagement est un sujet très important auprès de nos agents. Vous savez, nos collaborateurs sont vraiment l'atout le plus précieux de notre entreprise, car c'est certes une société qui est de plus en plus digitalisée, mais l'humain est vraiment au cœur de notre ADN. Les light touch, cette bienveillance est vraiment quelque chose de permanent et qui nous motive tous en tant que managers. Donc c'est dans ce cadre que s'est inscrit la mise en place du télétravail chez Téléperformance. Et justement, Charles, le bien-être, c'est un peu la promesse de votre entreprise, de votre groupe. Elle est aussi garante d'une certaine façon du lien social qui a manqué à tous dans la période de confinement. Comment vous avez concrètement appréhendé le sujet? Quelles bonnes pratiques vous avez développées très concrètement? Alors concrètement, je partagerai avec vous trois exemples cet après-midi. Le premier, c'est donner vraiment un cadre très précis à nos collaborateurs qui sont en télétravail. Donc ça veut dire que sur 2 sujets principaux, notamment sur la maîtrise de l'information et savoir que l'information est bien comprise, parce que quand on est à distance, cette espèce d'information est très important. Oui. Et le deuxième, c'est l'organisation, la planification. La planification, c'est quoi? C'est avoir le planning très précis pour tous nos collaborateurs à distance, évidemment pour les tâches à faire, mais surtout pour toutes les réunions d'équipe, pour les one-to-one, pour les débriefs, mais aussi pour les aspects un peu plus fun. Et ça, c'est peut-être mon deuxième point, c'est qu'il faut planifier ces points fun, il faut en prévoir de manière systématique pour garder encore ce lien avec ses collègues, ce lien social.
Et aussi bien, alors j'ai des exemples au quotidien, donc là peut-être 5-10 minutes, hein, on n'a pas non plus 2 heures à faire ça. Et là, on a vu des choses où les gens partageaient leur musique préférée, ou créaient leur avatar ensemble, ou tout simplement faisaient le sport, le défi sport, où on a créé des break rooms, enfin des salles de pause pour pouvoir prendre son café et discuter. Ou ça peut être aussi des événements plus hebdomadaires. Là, on passe plutôt 15 minutes, 30 minutes. Partage d'un gâteau d'anniversaire, enfin des moments forts. Et on a aussi développé des événements mensuels ou voire trimestriels. Des nombreux apéritifs comme beaucoup d'entreprises, mais aussi des dîners entre équipes ou des concours. Hein. Il y a le fameux concours chez nous, Téléperformance, qui était la coiffure confinement. Hein. Vous imaginez bien le style. Mais là, ça a été, pas que en France, ça a été pour tous les pays. Donc du coup, cet aspect vraiment fun qui est très important. Et les équipes arrivaient à dîner le soir, se disaient on n'a pas eu trop de moments de convivialité et dîner ensemble le soir. Ouais, c'était une demande très forte en fait. C'est surprenant. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant toute la journée, on travaille beaucoup, finalement, presque plus quelquefois en télétravail, et on enchaîne des tâches, des réunions, etc. Et finalement, le temps dont parlait Alain, qui était un peu plus décontracté ou qui permettait de décompresser en discutant sur nos terrains, on les a recréés de manière virtuelle. Et donc, ça pouvait aller jusqu'à des dîners ou des... Je ne dirais pas tout le monde, hein, ça dépend aussi des organisations, mais c'était vraiment fondamental de pouvoir développer ces aspects et de les planifier, encore une fois, et de les prévoir. Et le troisième point concret que je rajouterais, c'est vraiment, pour le succès du télétravail, avoir des infrastructures et de la technologie, de l'IT vraiment solides. Alors, le premier auquel on pense tout de suite, c'est Internet, hein, avoir des débits élevés et stables. On parle de la fibre, mais je peux vous dire qu'en France et dans d'autres pays, on a installé chez nos collaborateurs des box 4G. Donc ça fonctionne. Hein. Encore une fois, à Madagascar, on a plus de 350 personnes en télétravail. Hein. On ne l'aurait pas imaginé comme ça intuitivement. Toujours dans cet aspect IT, très très important, avoir un outil collaboratif de management à distance et de formation à distance très performant. Alors, nous, on a par exemple Téléperformance Chat, mais on utilise aussi des outils du marché, hein, vous pouvez en connaître. Ça, c'est très très important. Et le dernier que je citerais, ça serait l'utilisation au maximum de caméras, de webcam, parce qu'on n'a pas ce contact physique, mais dès qu'on peut maximiser le contact au moins visuel, c'est très très important. Et donc finalement, l'ensemble de ces choses ont rapproché certaines équipes qui en fait venaient travailler au moment de leur shift, se voyaient plus ou moins à leur pause, parce que des pauses décalées, etc., et rentraient chez eux. Et là, en fait, ça a donné un sentiment d'appartenance à une équipe, parfois beaucoup plus forte que sur Centre. Très bien, très bien. Et je crois savoir que vous avez aussi développé là récemment une solution en propre, Dominique, pour accompagner justement cette mise en place du télétravail. Oui, tout à fait. Nous avons déployé au niveau mondial une solution qui s'appelle Tipeee Cloud Campus. C'est une solution de télétravail virtuel. Pourquoi la développer en propre? Ça répondait à quel besoin? Alors, ça répondait aux besoins de compagnies qui étaient présentes d'un point de vue international et qui avaient besoin, par exemple, de langues spécifiques. Donc, nous pouvions opérer au Maroc 5-6 langues, mais avoir besoin pour ce client de chinois, par exemple. Ah oui. De langues que nous n'avions pas facile à trouver, des Marocains parlant chinois ou japonais ou pourquoi pas turc. C'est bien des perles rares. Voilà. Et donc l'idée en effet c'était de complètement virtualiser la relation client et de pouvoir permettre un management à distance et des interactions à distance de par le monde. Donc nous avons commencé à travailler sur ce nouveau modèle de travail même avant le début de la crise sanitaire. Et l'objectif de ces travaux était de développer encore une meilleure expérience client, mais également d'offrir à nos agents une excellente qualité de vie et un bien-être, donc en étant en home office à 100%. Ça remontait à quand par rapport à l'avant-crise? C'était combien de temps avant? Alors, c'est une solution que nous avons commencé à mettre en place en 2019. Et nos premiers clients ont été les sociétés du e-commerce, de la santé, des collectivités également, et des télécommunications.
Voilà. Et donc, nous avons développé un certain nombre de fonctionnalités, comme par exemple le recrutement virtuel. Et dans ces recrutements, c'est vrai que nous serions peut-être amenés à rechercher des profils un peu différents, parce que ces personnes sont en home office à 100%, et donc sont managées virtuellement. Donc, il faut quand même avoir un certain nombre d'appétences et de skills qui se rapportent en effet à ces qualités-là. En termes de fonctionnalités, nous avons également développé des formations à distance, du coaching pour aider ces agents virtuels à développer encore plus de compétences, mais également à créer un climat où ils interagissent entre eux. Vous voyez, parce que c'est important en effet de pouvoir continuer à avoir ce lien social, même s'il est complètement virtuel. La solidarité entre équipes, effectivement à distance, c'est plus compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'on a développé des formations à partir de gamification, de divertissement, où il y a des compétitions entre les agents et où ils apprennent au fur et à mesure, en pratiquant des jeux, dans lesquels ils découvrent toutes les, je dirais, les bonnes pratiques de téléperformance en matière d'accueil, de réponse aux consommateurs, mais également ils connaissent parfaitement le produit ou le service proposé à nos clients. Donc finalement, on se rend compte que le télétravail oblige un peu les entreprises à adopter les codes qu'ont adopté le e-learning ou les startups de l'EdTech, où on se dit gamifier est une voie royale en fait pour garder les gens en forme et engagés. Quoi. Exactement. Et on a vu que dans ce contexte, les gens étaient extrêmement épanouis. Ça leur permettait d'avoir un véritable bien-être parce qu'ils pouvaient tout à fait être chez eux, dans le pays de leur choix, dans la ville de leur choix, avec une organisation du temps de travail qui leur permettait de aussi bien travailler, évidemment, de façon très carrée, très professionnelle dans un cadre, mais également de pouvoir profiter d'une qualité de vie sociale hors norme. Très bien. Je vois que le temps tourne à une vitesse incroyable. On va déjà partir sur un petit mot de conclusion avant de passer à la phase de questions-réponses. Alain, ça serait quoi vos recommandations, votre position sur ce qui va nous arriver Sur ce qui va nous arriver. Alors déjà, observons comment la reprise va s'effectuer. C'est encore un peu frais, parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le virus est encore là, et le général Pierre de Villiers disait, on va devoir apprendre maintenant à faire les choses avec la mort au-dessus de nos têtes. Donc ça veut dire que c'est pas fini, mais ça fait partie de certaines opinions, on ne peut pas évacuer, et en tout cas pendant un certain temps, il va falloir donc travailler avec cette problématique-là. Et ça veut dire derrière, donc il va falloir rassurer. Il va falloir rassurer les salariés pour que progressivement ils reviennent au travail, ou aussi rassurer ceux à qui on va donner un cadre de télétravail plus important, dans le cas de Téléperformance, et on voit que c'est pas un petit sujet. Donc là, ça veut dire que déjà, il va falloir avoir une forte cohésion au sein des équipes de direction pour déjà définir leurs besoins business, mais aussi écouter fortement les salariés. Alors, vous avez fait ce qu'il fallait faire, je dirais. Le questionnaire, c'est top parce que vous allez prendre le pouls des salariés. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qu'on doit faire demain? Et ça, plus que jamais, on va devoir être attentif. Parce que la peur est là, elle ne va pas partir. Il y a des gens qui vont avoir cette peur. Et donc, ça va prendre un certain temps pour rassurer les personnes. Et il va falloir donc montrer par des actes. Et le premier des actes, ça va être d'écouter les salariés, d'écouter leurs besoins et de voir dans quelle mesure, après, on peut prendre en compte ces besoins. Et une fois qu'on a formaté le projet, c'est en discuter avec les partenaires sociaux. En France, c'est incontournable, vous le savez. Vous opérez pas mal en France, donc je pense que ça, vous connaissez les règles. Hein. Je crois que vous avez une politique sociale très développée, comme vous venez de l'indiquer. Et donc, pour que là, ça se passe bien, intégrer et associer aussi les partenaires sociaux à ces réflexions. Et quand je dis rassurer, c'est pas rassurer comme le fait Trump qui dit venez à mes meetings, mais d'abord signez-moi une décharge au cas où vous seriez infecté. Donc ça, c'est pas du tout rassurant, vous voyez. Et donc le télétravail, oui, sera, comme je disais tout à l'heure, le cadre incontournable de demain, mais à moduler, à modérer en fonction de l'activité de l'entreprise. Merci Alain Charles. Pour compléter les propos d'Alain, votre vision, vous, de cette transformation? C'est ce que disait Dominique. On avait déjà démarré, on voyait bien la croissance du télétravail, particulièrement dans nos métiers qui facilitent.
les choses. La crise a vraiment été un incroyable accélérateur et on a vu des entreprises qui étaient très frileuses, voire quelquefois opposées, maintenant qui embarquent ça vraiment dans leurs solutions. Donc aujourd'hui, nous, on est persuadés et on pense que ça va vraiment rester de manière pérenne et qu'on ne reviendra plus du tout en arrière. Ah oui, pour vous, là, c'est un new normal, quoi. Le télétravail, c'est un new normal. C'est le poids maintenant, suivant l'appétence au risque, suivant la flexibilité attendue, suivant aussi le positionnement des collaborateurs dans les entreprises, la balance vie privée, vie professionnelle qui guidera ce poids, mais c'est indiscutablement un point fort et qui restera... Donc une position forte et innovante chez Téléperformance. Dominique, pour conclure peut-être? Alors, moi, je vais conclure avec un aspect plus business. Voilà. Allons-y. C'est normal, hein, c'est ma fonction qui parle. Moi, je pense que la proposition de valeur pour nos clients, c'est c'est la parfaite capacité que nous aurons à les accompagner dans la continuité de service. C'est également leur apporter une sécurité de données optimale et une flexibilité sans équivalent à une échelle mondiale. Voilà. Donc pour nous, en effet, le télétravail est une très belle opportunité avec la capacité d'interagir avec des agents de téléperformance à tout moment. Très bien, très bien. Ce sera le mot de la fin pour cette partie de discussion. On va maintenant aborder le moment de questions-réponses, mais avant, un petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora News Expérience Client, donc avec Charles Arjaliès, Dominique de Valence et Alain Moriès. J'ai hésité sur votre nom, Alain, excusez-moi. Simon va nous modérer quelques questions en voix off. Simon, bonjour. Est-ce que tu as une petite question à nous proposer? Alors bonjour à tous, oui. Tout d'abord une question pour Dominique. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué en tant que manager durant cette période? Alors moi, c'est un peu particulier parce que je manage déjà des équipes qui sont éclatées partout en France. Et nous travaillons pour 4 pays, donc nous sommes habitués à avoir des échanges réguliers par Zoom, par Teams, en visio. Nous sommes rarement en direct avec nos collègues et nos collaborateurs. Ça n'a rien changé. Donc, alors ça a intensifié les choses. D'accord. Ça a intensifié les choses. Alors c'est vrai que cette période de crise, nous avons tous énormément travaillé, plus de 10 heures par jour. Ce qui m'a peut-être manqué, en effet, ces moments de pause avec mes équipes où on se détend, où on ne parle pas que travail. Et je dirais qu'il faut rester très vigilant quand on est justement comme ça en home office, à créer des moments de rupture pour justement intensifier ce lien. Sinon, on peut très vite déraper sur on travaille. Donc ça, il faut faire très attention. C'est ce que finalement, ce que préconisait Charles par rapport justement à formaliser, à officialiser les moments de convivialité, les moments informels, ou sinon, effectivement, on évite... Le risque de burn-out peut très vite poindre. Il faut être très vigilant. Et c'est vrai que moi, une partie de mes équipes est dans le commerce. Donc les commerciaux, vous savez, sont de grands affectifs. Donc c'est vrai que j'ai mis en place des réunions commerciales une fois par semaine pour tous se voir, pour partager, pour échanger, pour parler justement des difficultés que certains pouvaient éprouver à rester chez eux, parler des bonnes pratiques business. Donc je dirais qu'on a encore plus été dans un management de proximité et vraiment personnalisé en fonction des caractères des uns et des autres. Très bien, très bien. Une seconde question, Simon? On a ensuite une question pour Charles. Y a-t-il de grandes variations selon les zones géographiques? Par exemple, une différence entre le Maroc et la France? Alors, ce qu'on a vu donc pour le marché français, sur le déploiement, il y a très peu de différences. En fait, on a été en télétravail sur l'ensemble des géographies entre 50 et 70% pour le marché français, quel que soit le marché. Les retours aussi sur l'appétence au télétravail sont les mêmes. Enfin, je vais vous donner des chiffres tout à l'heure. Il y a peu de différence entre les pays. Mais où on aurait pu penser que la culture pouvait être un peu différente, et le télétravail marche très bien, techniquement parlant. Les gens se sentent bien chez eux et sont pour faire du télétravail encore à long terme. Donc nous, on voit pas du tout de différence. Même dans des pays où on aurait pu penser où les infrastructures étaient moins développées, on trouve des solutions. Je parlais des box 4G tout à l'heure. Il y a vraiment des outils aujourd'hui performants qui nous permettent de déployer le télétravail partout, dans toutes les géographies. Peut-être qu'aussi le télétravail va finalement être une solution au désert numérique qui existe encore un peu en France, on ne sait pas, mais peut-être. Une autre question, Simon? Alors cette fois-ci, c'est pour Alain.
Les profils pour travailler à distance sont-ils plus durs à recruter? Une question intéressante, sachant que je dirais en tant que DRH, pour moi, quand je recrute, je vais d'abord regarder les compétences ou les aptitudes et mesurer la capacité à travailler à distance. Ça sera un peu nouveau, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Peut-être l'autonomie de la personne, sa capacité à travailler sans avoir son patron derrière la vitre, ou l'inverse, quand je suis un manager, avoir l'habitude de travailler et de gérer des personnes à distance. Vous savez, il y a encore beaucoup de managers, y compris à certains niveaux, qui aiment bien avoir leur cours autour d'eux. Et pour eux, ça les rassure d'avoir leur manager autour de la table. Alors qu'aujourd'hui, et vous le démontrez parfaitement, on peut travailler en équipe en étant aussi à distance. Donc la difficulté, je dirais, peut-être pas. On voit en tout cas pour Téléperformance, c'est plutôt, je dirais, sur la langue que Jacques serait la principale difficulté. Charles, justement, un petit retour. Vous avez certainement dû recruter durant la période de confinement. Ouais, alors on a dû recruter, donc ça a été l'occasion de recruter à 100% digital. Aujourd'hui, on avait déjà beaucoup de choses pour pouvoir pré-sourcer les personnes qui existaient déjà, mais on faisait venir les gens sur les centres, on faisait une rencontre avec les responsables des ressources humaines, et donc, on a tout digitalisé. Je parlais des webcams tout à l'heure, avec des webcams, et derrière, donc on les a recrutés 100% en télétravail. On a envoyé chez eux les ordinateurs et les PC et les casques et les webcams. Et après, on a fait les formations initiales à distance. Nous, dans nos métiers, on peut penser de formation pendant 2 semaines, 3 semaines, où on pouvait imaginer que jamais ça pourrait passer en formation à distance comme ça, sans lien. Au contraire, ça a hyper bien marché. Aussi parce que les profils étaient un peu différents. Et donc des profils qui voulaient le faire. C'était des personnes qu'on avait recrutées exprès pour ça, et on avait prévenu que c'était en télétravail. Et donc on a vu que ça faisait des profils qui étaient vraiment encore plus motivés, parce qu'ils voyaient ça comme une chance d'être chez eux et de pouvoir travailler de chez eux. Donc on a eu des retours très positifs sur les premiers. Clairement un avantage en nature là, dans ce qu'on ressent au niveau du télétravail. C'était un peu des personnes qui avaient une appétence pour ce type d'emploi et de façon de travailler. Et une question moi que je me pose aussi par rapport à vos propos, c'est vraiment sur toute la phase de formation initiale, tout était 100% digital? Quand vous formiez justement pendant l'onboarding des collaborateurs, c'était vraiment tout en digital? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est complètement en digital. De toute façon, il n'y avait pas le choix. On avait fermé si je prends l'exemple de la France, on avait fermé, on avait suspendu plusieurs de nos centres. Et on ne voulait surtout pas, pour des aspects sécuritaires et de santé, on ne voulait pas les faire venir sur centre. Et aussi par rapport aux questions de distanciation, on serait retrouvé avec des équipes de 4 personnes, là où on pouvait avant en mettre 12. Et donc du coup, on voulait à tout prix le faire à distance. Et en fait, les animations ont été un peu différentes. On a modifié les modules de formation, etc., pour donner des choses beaucoup plus interactives. Et finalement, je vais même vous dire une petite histoire, c'est les formateurs nous disaient que les gens étaient plus concentrés. Quelquefois, au milieu de 12-15 personnes qui étaient formées, il y a des gens qui pouvaient piquer du nez. Quand vous êtes en visio et donc du coup, on n'a pas le choix. La proximité, j'ai des formateurs qui me disaient qu'ils sentaient une proximité plus forte avec certaines personnes, parce qu'ils ne se connaissaient pas pour le coup, ils ne se connaissaient pas avant d'avoir démarré ces formations, ce n'étaient pas des salariés historiques de l'entreprise. Et en fait, ils nous disaient qu'ils avaient une proximité plus forte à distance que sur centre. Oui, comme quoi aussi l'essor du canal vidéo est un vrai enjeu aussi. On se rend compte que ça peut pallier aussi la distance. Écoutez, on va finir cette phase de questions-réponses sur ce bel apport de la part de Charles. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Dominique. Merci à tous d'avoir assisté à ce bel échange concernant en fait le futur du télétravail. Merci à tous, merci aux partenaires qui nous permettent encore maintenant de réaliser de très belles journées digitales de l'expérience client. Donc merci beaucoup à l'INRC, à Stratégie Client, à Sens du Client, à Agora Media, donc une pensée émue pour Agora News Expérience Client et pour Supply Chain Village. Merci à Elu Service Client